en 2002, qui est une année pivot, bien avant la promulgation de la loi en 2005, quatre événements que je vais placer dans le désordre et commencer par le président de la République dans son discours du 14 juillet, président Chirac, qui fixe trois grandes orientations. La première, la lutte contre le cancer. La deuxième, la lutte contre les accidents de la route. Et la troisième, la question des personnes handicapées. Et préalablement à ce discours, il y avait eu, je le rappelle aussi parce que historiquement ça a marqué le CNCPH, qui jusque-là présidé par d'éminentes personnalités, au rang desquelles, y compris François Hollande. Donc, un CNCPH qui était une chambre d'enregistrement dans lequel on se bornait à émettre des avis favorables ou défavorables, et il n'y avait pas tout ce travail en commission qui s'est enclenché en 2002 et qui jusqu'à présent continue de fonctionner. Donc la loi du 17 janvier 2002 où le CNCPH est mentionné comme devant garantir la participation des personnes handicapées aux décisions qui les concernent. Ça a sonné le glas pour la DGAS, la DGCS, la Direction générale de la cohésion sociale, où régnait Pierrette, si vous vous souvenez, j'ai oublié son nom de famille, certains s'en souviendront peut-être, avec le directeur de l'époque, c'était la DGCS qui produisait les textes et on associait pour la forme les associations de personnes en situation de handicap. Voilà où on en était en janvier 2002. Et puis il y a eu un deuxième texte important, ça a été dans la loi du 4 mars 2002, où là, pour le CNCPH, on a également, le législateur a fixé une mission d'observation qui devait là regrouper les sources diverses qu'on avait un peu partout dans différents ministères, y compris dans le ministère du Travail, pour la question de l'emploi des personnes handicapées, bien sûr l'éducation nationale, etc. Et ce qui s'est passé au cours des mois qui ont précédé la véritable naissance d'un nouveau CNCPH, un certain nombre de contacts. Marie-Thérèse Boisseau était secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Elle avait nommé son deuxième directeur de cabinet, qui était Raymond Chabrol, si vous vous en souvenez. Et à l'occasion d'un salon autonomique à Nancy, j'avais revu Marie-Thérèse Boisseau, qui m'a demandé de passer la voir avenue de Ségur, où je l'ai rencontrée, et m'a fait la proposition de conduire un nouveau CNCPH, c'est-à-dire renouveler non seulement dans sa composition, mais également dans ses missions et ses attributions. Et donc, ce CNCPH s'est mis en place début décembre 2002 et avec un accueil à l'Élysée, président Chirac ayant introduit cette nouvelle étape et le ministre en charge étant Jean-François Mattei, son directeur de cabinet. Du reste, on en a reparlé ces jours-ci parce qu'il a failli occuper un poste important par rapport à la vaccination et à la crise sanitaire. C'est Jean-Charles Viossa. Donc, ce CNCPH se réunit tout début décembre avec une, une figure qui n'en faisait pas partie, mais qui était emblématique dans le monde du handicap à l'époque, la philosophe qui est également psychanalyste et qui, là, avait pas mal fait parler d'elle et qui, en particulier, avait marqué le président Chirac, c'était Julia Kristeva. Donc, voilà pour l'origine. Alors, on s'est mis au travail et en particulier, on a vu très rapidement l'abîme qui nous séparait des conceptions de la DGCS, de la Direction générale de la cohésion sociale, qui voulait effectivement, elle est
elle est chargée de préparer la loi qui ne sera promulguée qu'en février 2005, mais le top départ a été donné après le discours du 14 juillet et en particulier après l'installation du CNCPH début décembre 2002. Et on a bien vu que là, heureusement que nous venions d'avoir la nomination d'un nouveau délégué interministériel au handicap qui était Patrick Goé. Et c'est, je dirais, ce tandem NCPH, délégation interministérielle, avec des personnes qui sont encore aujourd'hui, et je travaille notamment avec l'une d'entre eux, qui est Soraya Compagnie, qui était la directrice de cabinet de l'époque. Je travaille avec elle aussi bien dans le cadre de l'Observatoire de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement qui vient d'être supprimé par la loi dite de simplification de l'action publique, hein, contre la suppression. Le CNCPH s'est opposé et m'a apporté un fameux coup de main, ainsi que le FIPHFP, et on avait eu une audition à cette occasion. Donc, Aya Compagnie, toujours active, elle est membre du CNCPH et avec elle, je conduis toujours une association qui s'appelle l'Association pour l'accessibilité pour tous, avec la conférence tous les 2 mois au musée de Victor Hugo, place des Vosges à Paris. Donc, heureusement que nous avions cette délégation interministérielle. Quand nous nous sommes mis au travail, on sentait bien que du côté de l'Élysée et de Matignon, il y avait une certaine précipitation pour que cette loi sorte le plus vite possible. Et on nous avait fixé un premier horizon qui était l'été 2003, ce qui se comprenait parce que le président Chirac, 14 juillet 2002, 14 2003, il voulait pouvoir annoncer des choses. Or, on s'est vite rendu compte de la complexité d'un sujet pareil qu'il fallait reprendre de fond en comble et inscrire, y compris dans la dimension même du handicap, de nouvelles, comment dirais-je, de nouvelles perspectives, notamment le handicap psychique, qui, à partir de là, je dirais, a connu d'importants développements. Ces commissions ont travaillé régulièrement, se sont réunies, ont fait des propositions. Nous avons des réunions de bureau du CNCPH et de plénière quasiment tous les mois et avec une participation qui était de l'ordre de 70 membres à peu près à l'époque sur les 90 que nous étions. La première grande étape, c'était encore avec Marie-Thérèse Boisseau, ça a été au mois de juin 2003, où enfin, avec des allers-retours, y compris déjà en direction du Conseil d'État, c'est en particulier Raymond Chabrol, directeur de cabinet, qui s'en chargeait, déjà pour le titre même de cette loi. Et ce titre, il est emblématique. Et c'est vraiment le CCPH qui a pesé de tout son poids pour en faire une loi d'accès au droit, mais également de participation et de citoyenneté. C'était pas gagné. Et on a pu, avant l'été 2003, régler ce problème. Le titre a été donné dès le mois de juin 2003. Restait une question en suspens et qui taraudait beaucoup Matignon, c'est-à-dire le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin avec comme ministre Jean-François Maty et Marie-Thérèse Boisseau, et comment dirais-je, un personnage qui aujourd'hui travaille à l'éducation nationale, qui a été secrétaire général du défenseur des droits, Richard Senghor, qui était chargé de mission auprès de Jean-Pierre Raffarin, nous bousculant en nous disant mais où vous en êtes, l'accessibilité, etc. Et, nous pensions qu'il nous fallait encore au moins une année ou deux pour avancer. Restait aussi toute question, donc l'accessibilité, bon, ça a été un des points sur lequel le CNCPH a beaucoup fait évoluer les choses, y compris dans le domaine de l'éducation nationale. Je me souviens dans les premiers contacts, parce qu'on avait là des interlocuteurs divers, et notamment ce qu'on appelle dans le ministère en charge de l'habitat et du logement, qui est maintenant le ministère du Développement durable, de la transition énergétique, on avait la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, qui avait aussi ses propres normes
en matière d'accessibilité et en particulier, sans prendre d'ailleurs suffisamment à tâche du ministère de l'Intérieur par rapport aux dimensions de sécurité des bâtiments, parce que l'observatoire que j'ai donc présidé depuis 26 ans, qui va être supprimé dès que la loi sera promulguée, avait là émis des recommandations. Et donc, le NCPH s'en était saisi, avait auditionné cette fameuse DHUP, avait fait changer les textes initiaux où l'on prévoyait que tous les établissements allaient traiter de la même manière en matière de sécurité incendie et de bâtiments, aussi bien les 5e catégories que toutes les autres qui sont au-delà de 200 élèves. Et donc, j'avais insisté sur le fait que beaucoup d'écoles n'avaient pas plus de 200, 200 et quelques élèves, étaient dans la tranche des 200 à 500 et qu'il fallait lui réserver donc un traitement particulier, ce qui a été fait. Voilà un exemple de modification. Mais restait l'affaire des fameux 10%. Pardon, excusez-moi, des fameux 10 années pour lesquelles il fallait que l'accessibilité soit au rendez-vous, c'est-à-dire en 2015, depuis la promulgation de la loi. On ne savait pas encore qu'elle serait promulguée en février 2005. Et là, les premières navettes parlementaires qui ont eu lieu à partir de 2004, j'ai un souvenir de ça, ça a commencé par le Sénat, retoqué en première instance par le Sénat, et puis de nouveau approuvé et retoqué à nouveau. L'Assemblée nationale plus partagée par rapport à l'affaire des 10 ans et l'Élysée complètement, euh, comment dirais-je, en attente de ce point sur lequel ils avaient un petit peu fondé la crédibilité. Et pour l'anecdote, Jacques Chirac, alors c'était plus Marie-Thérèse Boisseau, c'était Marianne Monchamp, rencontrant Marianne Monchamp et le délégué ministériel en était témoin et moi aussi, lui disant où en êtes-vous dans l'accessibilité? Et lui répond c'est très compliqué, on a deux tendances, lesquelles la RATP qui met l'accessibilité dans 80 ans, je me souviens du nombre d'années, et les associations qui mettent l'accessibilité à 5 ans. Et Chirac s'emportant, ce sont deux idioties et on la met à 10 ans. Au doigt mouillé, l'accessibilité a été décidée sans étude préalable, sans étude d'impact à 10 années. Et donc, quand on en a fait le bilan en 2015, on s'est bien rendu compte, et en particulier l'observatoire que je présidais, pour les écoles du premier degré, qu'on n'était pas au rendez-vous, non pas pour les écoles anciennes, mais pour les écoles neuves. Ça, c'était un comble, où 25% des écoles construites après 1988, pardon, 80, après 2008, 2009, donc avec l'obligation de la loi de 2005 n'était pas accessible, 25%. Donc voilà des difficultés qui sont arrivées en chemin. J'en signale une autre importante pour la compréhension de la part qu'a joué le CNCPH, c'est la prestation de compensation. Là encore, ça remplissait de fièvre les cabinets ministériels, et en particulier à Matignon, où on nous disait, mais attendez, à l'Europe, on ne pourra jamais tenir une prestation de compensation, on n'en a pas rien, comment voulez-vous que nous fassions? Et quand on appelait Bercy à la rescousse, la réponse qui nous était faite, mais attendez, quand j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire valoir à des conseillers de Bercy que c'était une des priorités, la question des personnes en situation de handicap du président de la République, on m'envoyait la réponse suivante, certes une priorité, mais ce n'est jamais que la troisième. La première étant le cancer, la deuxième les accidents de la route, la troisième seulement handicap. Donc, il n'y avait pas les financements au rendez-vous. Est arrivé, alors je précise quand même, et pour l'histoire c'est important, on pense que tout est venu de la canicule de 2003 avec les fameux 2,5 milliards, à la fois pour les personnes en situation de handicap, mais également pour les personnes dépendantes et l'avancée en âge. Eh bien non, c'est un projet qui avait été inscrit déjà on va dire en juin 2003 par Raymond Chabrol et le directeur de cabinet de Madame Boisseau à l'époque, qui avait été
en particulier un poste bonne et avait vu une initiative semblable d'une journée chômée travaillée, voulait la faire adopter par Matignon pour la mettre entièrement au service de la prestation de compensation, entièrement. Est arrivée la canicule, où, avec les dégâts collatéraux concernant en particulier les ministres de la Santé, là, Matignon et l'Élysée, c'était Madame Carrergé, qui était la conseillère de Jacques Chirac à l'époque, se sont emparés de la chose, sauf que les 2,5 milliards n'étaient pas exclusivement pour la prestation de compensation du handicap, elle était partagée avec la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, et puis le partage donc du fameux 2,5 milliards en deux grandes parties. Donc ça a été véritablement les points sur lesquels le CNCPH a pu, je crois, jouer son rôle, se faire entendre. Et puis ensuite, il y a eu la promulgation elle-même et la tentation, à partir du moment où la loi a été bouclée, elle a été bouclée donc pour le 11 février 2005. Le CNCPH, dans son entier, a été accueilli à nouveau à l'Élysée par le président Chirac, juste avant la promulgation du décret. Et il se trouve que, anticipant un peu les choses, Marie-Thérèse Boisseau n'était plus ministre, c'était Marianne Monchamp. Anticipant les choses, elle m'avait reçu un jour et puis son discours m'avait choqué. Elle me dit avec beaucoup de circonvolution, le CNCPH a remarquablement travaillé. Voyez-vous, Monsieur le Président, il est temps de passer à un CNCPH nouvelle génération. Je me méfie quand on me dit ça. On m'a dit ça il y a 1 an, avant la suppression de l'Observatoire. On voulait aussi un observatoire nouvelle génération. Ça voulait dire tout simplement, bon, les associations, vous êtes bien gentils, mais maintenant que vous avez fait notre travail, on est entre nous, lâchez-nous les masques. Et donc, j'ai fait passer le message à Marie-Claire Carrergé, qui l'a répercuté à Chirac. Et je vois encore Jacques Chirac, après les discours de promulgation de la loi et la réception du CNCPH autour du buffet, attraper Madame Monchamp, lui demandant c'est quoi cet observatoire de nouvelle génération. Et si d'aventure ça devait consister à écarter les associations que je me suis évertué à mettre au centre de la démarche, ce sera non. Donc ça aussi, je crois qu'il faut se le rappeler. Et le CNCPH, c'est précisément son originalité, c'est la participation, à commencer par l'ensemble des forces vives que vous représentez, les uns et les autres, dans vos différentes composantes et compétences. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors après, il y a eu tout le travail qui a suivi 2005 et les nombreux décrets, parce que il n'y a pas un décret et un texte qui n'ait pas été non regardé pour avis par le CNCPH, mais travaillé en commission. Et ça a changé radicalement avec la façon dont la DGCS procédait à cette époque. Et je crois que c'est vraiment l'empreinte des associations et du CNCPH sur le cheminement de cette loi.